Passer à la seconde table ronde, une table ronde qui est dédiée donc à l'application de la robotique dans l'assistance à la personne et à l'isolement de ces personnes et à la lutte donc contre l'isolement social. Je vais vous demander d'accueillir un habitué du canapé rouge, Rodolphe Gelin, Laurence De Villers et Pierre-Yves Jauchet de la société Compail Robotics. Merci. Donc avec vous trois, on va essayer de parler de cette création de valeur, de cette transformation de la robotique, de la recherche, de tous les usages qu'on vient d'entendre vers le monde réel et vers le monde de l'industrie et donc des vraies personnes qui vont acheter ces produits-là. Donc je vous propose qu'on commence par vous, Pierre-Yves, pour que vous nous décriviez votre société. Donc rappelez ce que vous faites depuis 30 ans au sein de Robosoft. Et une petite question que je me pose depuis qu'on s'est parlé, pourquoi attendre 30 ans pour créer une spin-off, pour créer cette société de commercialisation? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'historique et nous montrer où vous allez d'un point de vue industriel? Ok. Il y avait une slide, mais on va voir plusieurs slides. C'est passé ou pas? Il y en a un paquet. Vous savez tout. Pas tout passé. Hein. Ça, vous aurez tout. Celle-ci? Non. Voilà. Voilà, très bien. Donc bonjour, effectivement Pierre Jauchet, je suis chargé de développement chez Compail Robotics. Donc c'est une spin-off de la société Robosoft. Donc je vais parler effectivement de Compail, le robot que vous avez pu peut-être avoir une présentation ce matin avec Vincent Duporquet, le fondateur de Robosoft et le fondateur de Compail Robotics. Moi je suis chez Robosoft et maintenant bien chez Compail Robotics depuis 5 ans. Et pendant 8 ans, j'ai travaillé dans le médico-social et le sanitaire, donc en tant que responsable économique. Donc je connais effectivement ces secteurs d'activité. Et pour répondre à la question, effectivement, Robosoft, c'est une spin-off de l'INRIA à l'origine, donc une équipe de chercheurs de l'INRIA Paris, qui, à l'instar effectivement de la robotique industrielle, ont vu qu'il y avait aussi la robotique de service aux professionnels qui est en 1985, donc il y a 30 ans, qui arrivait. Et à partir de là, il y a eu effectivement elles ont travaillé sur différents secteurs d'activité. Donc il y a d'autres slides, juste pour présenter, pour voir. Vous n'hésitez pas à me le dire. Très bien. Donc voilà, c'est une présentation rapide. 1985, plus de 1000 robots qui ont été réalisés depuis 1985. Donc notamment des robots de recherche, des robots pour les laboratoires, mais surtout aussi des robots à la demande. Donc pour des grands comptes, l'objectif c'était le risque, le problème il y avait de la pénibilité ou les risques en milieu industriel. L'objectif, ça déroule, très bien. Voilà, tout à fait. Donc concrètement, Robosoft était sur 4 secteurs d'activité. Le monde de la santé, donc à travers le projet Compail. La robotique de service liée donc à la propreté, avec un robot qui nettoie la pyramide du Louvre actuellement. Également des véhicules autonomes, donc sans chauffeur. Et puis des robots vigiles, robots pour l'armée française. Donc aujourd'hui, on était dans le monde de la recherche du prototype. Grâce effectivement à cette spin-off, donc une start-up, il y a un transfert de technologie pour passer finalement au marché et à l'accès phase marché. Voilà, donc c'est l'objectif effectivement de cette spin-off, c'est maintenant de travailler, de créer, de concevoir et commercialiser le robot Compail. Et comment justement vous créez ce modèle économique, comment vous travaillez avec les acteurs qui vont acheter ces robots? Enfin, les questions concrètes, mais comment vous fixez un prix, par exemple? Alors aujourd'hui, le prix, malheureusement, c'est la technologie qui le fixe, parce qu'à travers tous ces capteurs, on met
de la haute technologie en termes de laser, des capteurs, des détecteurs. Et donc c'est un coût. Aujourd'hui, on ne peut pas encore diminuer ce coût. On espère que d'ici 2-3 ans, on diminuera par 2. Aujourd'hui, typiquement, le robot Compay, il est à 25 000 €. Donc il est encore cher. Notre objectif, dans 2 ans, 2-3 ans, c'est divisé par 2. Et puis avec... à terme, notre objectif, c'est 5-7 000 €. Le client, c'est pas le français lambda, c'est peut-être la maison de retraite. Alors aujourd'hui, c'est clair que nous, on travaille, et notre démarche, c'est de co-développer, c'est de travailler avec les acteurs du médico-social, du monde de la santé, les hôpitaux. Et ce sont eux qui vont effectivement... adhérer, ils sont beaucoup plus sensibles à ces technologies. Et clairement, aujourd'hui, nous sommes dans du pré-déploiement grâce et avec ces acteurs, ces pionniers qui veulent acquérir des solutions technologiques et notamment des solutions robotiques. Est-ce qu'on a une idée du prix que serait prêt à mettre justement un EHPAD dans un robot? On sait qu'aujourd'hui, pour parler avec certains grands acteurs des groupes de maisons de retraite, que la robotique, ils la testent déjà, ils font un certain nombre d'expérimentations, mais est-ce qu'on a une idée de ce qu'ils seraient prêts à mettre pour l'acquérir et finalement ce qu'ils en attendent? Alors c'est vrai que les grands acteurs privés notamment, ils recherchent le ROI, le retour sur investissement, mais ils voient qu'un robot finalement à 25 000 €, c'est moins d'un ETP par an. Si sur des applications, notamment par exemple un robot vigile la nuit, puisqu'il y a une pénurie quand même de professionnels la nuit, parce que c'est quand même pénible, c'est difficile, et donc un robot qui compléterait, parce que l'objectif quand même du robot d'assistance, de l'assistant connecté, c'est d'être vraiment un outil, une aide technique pour compenser ou soulager, on va dire, les professionnels, les aidants professionnels et les aidants familiaux. Merci Pierre-Yves. On va passer maintenant à Rodolphe. Rodolphe, si vous voulez bien, je crois que le micro qui est à côté de vous doit normalement fonctionner. En effet. Bon, parfait. Alors, ce matin, on vous a entendu parler de la robotique, mais de manière assez macro. Est-ce que vous pouvez nous parler... Macro même avec Bonnel, ouais. Macro. Macroéconomie. Donc l'enjeu de cet après-midi, c'est que est-ce que vous pouvez nous rentrer plus en détail dans la commercialisation des robots que vous concevez et que vous distribuez, et de voir aujourd'hui quelles sont en fait les opportunités que vous pouvez trouver à travailler avec des acteurs, comme je viens de citer, des maisons de retraite, mais peut-être pas que dans le monde de l'assistance à la personne. Alors pour faire donc nous on commercialise donc Nao et Pepper que vous avez vu. Nao principalement dans le monde de l'éducation et de la recherche, mais on a déjà quelques expérimentations avec notamment un partenaire qui s'appelle QBMT qui était présent ici. Qui vend un robot qui s'appelle Zora, bien que ça soit Nao, il s'appelle Zora. Et donc il y a une vraie expérience des personnes âgées avec Nao, et Nao fait de la gymnastique avec les personnes, leur donne des renseignements sur la vie de la maison de retraite. Donc on commence à voir s'installer un vrai service apporté par ce petit robot. Évidemment, il y a encore beaucoup de monde derrière, c'est pas vraiment des robots autonomes, mais on en prend le chemin. Et puis il y a Pepper, donc lui plus conçu... Alors, ma présentation est plus sur Romeo 2, dont je reviendrai. Voilà, donc Pepper que vous voyez là. Et Pepper, lui, a été conçu comme je le disais, pour SoftBank, pour accueillir des gens. Et du fait qu'il ait été conçu dans cet objectif-là, c'est-à-dire l'accueil, eh bien, il rend ce service beaucoup mieux. Nao a été conçu avec un objectif qui est d'être un robot humanoïde. C'est pas une fin en soi, c'était plus un moyen. Et du coup, il a un peu de mal à rencontrer son usage, parce qu'il n'a pas été conçu pour un usage, il a été conçu pour être. Pepper a été conçue pour accueillir des gens, et donc dans ce boulot-là, elle est bien meilleure. Voilà, et nous, ce qu'on vise quand même, c'est à terme d'avoir un robot qui va faire du service à la personne. Et c'est pour ça qu'on a lancé le projet de recherche Romeo 2, dont je vais vous parler un peu plus aujourd'hui, qui est un projet qui vise à aller plus loin que ce qu'est capable de faire aujourd'hui la technologie. Donc ce que Compay se propose d'offrir d'ici une année ou deux, nous on voudra aller encore plus loin, parce que notamment on sait qu'un robot à roues, j'ai appris qu'il y a chez les personnes âgées, il y a guère que 20% des appartements qui sont entièrement de plein pied.
Donc ça veut dire qu'un engin à roues ne pourra être utilisé que dans 20% des habitations des personnes âgées. C'est pas beaucoup. Donc là, un moyen de franchissement des escaliers, même des petites marches, est indispensable. C'est pour ça que nous, on continue à travailler sur les robots à roues, notamment avec ce projet-là, à jambes, pardon. Mais ça va être un travail de longue haleine parce que avec les jambes arrivent les problèmes d'équilibre, la dangerosité. Donc voilà, pour un premier temps, c'est vrai que des robots à roues seront très bien. Alors le projet Roméo, c'est un projet de recherche. Les objectifs, alors quand on dépose un projet de recherche, on dit à la fin du projet, on en vendra des millions. Mais le fait est qu'à la fin du projet de recherche, on a dans le meilleur des cas un proto qu'il faut encore passer 5 à 10 ans à industrialiser. Donc c'est un projet qui a des objectifs extrêmement ambitieux. Mais si on n'est pas ambitieux au démarrage d'un projet, quand est-ce qu'on le sera? Donc voilà, ce projet Roméo, c'est l'idée de faire ce robot assistant. Je vais me mettre de votre côté pour ne pas me dévisser le cou à chaque fois. Merci. Donc c'est un projet très ambitieux qui fait la suite lui-même du projet Roméo 1 dans lequel on était déjà une douzaine de partenaires. Donc c'est un projet qui devait se terminer fin de cette année, mais on l'a prolongé d'1 an parce qu'on a eu pas mal de soucis administratifs et techniques. Un gros projet, 21 millions d'euros à l'échelle des projets qu'on a d'habitude. C'est à peu près 10 fois plus gros que les financements qu'on a auprès de l'Europe ou 5 fois plus gros que ce qu'on a. Et avec un très bon soutien de la BPI. Et puis des partenaires qui sont des industriels, des chercheurs, donc comme Laurence qui vous parlera des recherches qu'elle fait dans ce domaine-là, et un représentant des utilisateurs. C'est essentiel quand on se lance dans un projet de recherche d'un robot avec un usage, que les utilisateurs soient représentés. Et évidemment, donc là, c'est l'association Approche qui a eu l'occasion de s'exprimer par sa présidente tout à l'heure. Et donc, c'est des centres de rééducation, donc des gens qui vivent au quotidien avec des personnes, des ergothérapeutes qui travaillent avec des personnes âgées, donc ils sont au mieux de définir les besoins, non seulement de la personne, mais aussi de l'entourage. Alors, je voulais juste partager, mais ça, en fait, il y a déjà eu le témoignage de Anne-Sophie ce matin. Une de nos grosses inquiétudes, c'était les réactions des personnes âgées à l'idée qu'on leur donne des robots pour les aider. La première, quand on leur dit comme ça, sans leur montrer de robot, on va vous faire un robot pour vous aider, la première réaction est très négative. On veut pas de robot, on veut des gens, qu'on ne saura jamais s'en servir, ça fait peur, c'est compliqué. Et dès qu'on leur montre Nao, voilà, tout de suite, le positionnement change, les gens sont contents, ils en veulent plus. Et même Nao, qui est tout petit, voilà, eux-mêmes nous disent on voudrait qu'il soit plus gros. Mais là, on n'est pas mécontent d'avoir fait un robot petit, parce que si vous arrivez la première fois avec un très gros robot, peut-être les personnes vont imaginer que chez elles, ça prend beaucoup de place, c'est dangereux, ça fait peur. En commençant par un petit robot, on a acclimaté les gens à l'idée qu'un robot, c'est pas forcément un truc qui fait peur, un truc qui est monstrueux. J'aime bien citer la première ligne. Il est plus mignon qu'un fauteuil roulant. Ce matin, Bruno Dupourquet nous a un petit peu taclé, Vincent Dupourquet nous a un peu taclé en disant ça sert à rien d'avoir un robot qui est joli et qui est beau. On n'est pas là pour être un arbre de Noël. C'est un peu vrai, il a raison, le fonctionnel est important, mais il y a aussi la partie acceptabilité. Si vous faites un robot qui a une tête de poubelle et avec des roulettes, on n'en est pas là avec Compaille. L'acclimatation va être un peu plus dure et les fonctionnalités, on sera beaucoup plus exigeant sur les fonctionnalités. Et moi, j'ai pas mal travaillé quand j'étais au CEA sur l'amélioration des fauteuils roulants pour qu'ils soient autonomes, qu'ils aillent automatiquement d'un point de départ à un point d'arrivée, etc. Et les personnes handicapées disaient c'est gentil, mais moi, je voudrais surtout qu'il soit plus beau, mon fauteuil roulant. Je voudrais qu'il soit beau, que quand les gens voient mon fauteuil roulant, ils disent « Oh, il est super ton fauteuil roulant », plutôt que de me dire « Oh, mon vieux, t'es dans un fauteuil roulant, je suis désolé ». Donc vraiment, l'apparence aussi, c'est beaucoup moins stigmatisant d'avoir un robot qui est joli pour aider les personnes que d'avoir un truc avec des fils dans tous les sens et des bouts de métal qui dépassent. Voilà. Et évidemment, donc ça je vais parler de la deuxième partie, les recommandations, parce que c'est les points qui ont été évoqués ce matin. Il ne doit pas décider pour moi. La grande crainte de voir un robot qui bouge mieux que les personnes, qui entend mieux que les personnes, qui voit mieux que les personnes, c'est de dire donc ça va être lui le patron. S'il fait tout mieux que moi, pourquoi je vais rester le patron de cette machine? Donc en effet, il est très important que les personnes continuent à avoir le contrôle de la machine. Et le dernier point aussi que je vais vous lire, c'est je ne veux pas qu'il fasse ce que je peux faire. C'est très important que le robot prenne la mesure des capacités qui restent à la personne pour ne pas se substituer à elle et l'infantiliser en faisant plein de trucs qu'elle saurait faire elle-même. Et donc là, il y a tout un travail des chercheurs sur la théorie de l'esprit. Le robot doit se mettre à la place de la personne pour imaginer « Ah ça, tel geste, elle sait le faire, donc je ne le fais pas pour elle ».
Bon, je vais voilà, et après, bah ça aussi c'est des choses qui ont été dites. Hein. Quand on a fait l'analyse des besoins, et c'est quelque chose que voilà qui a déjà été dit par Compile, les grands services sont pas forcément ceux qu'on imagine en premier. Va me chercher une bière dans le frigo. Voilà, ça arrive plutôt en troisième. C'est plutôt les questions de sécurité, les questions de maintien du lien social. Voilà, et ça, ce sont des fonctions qui sont en plus sans doute un peu plus faciles à faire pour nous et à commercialiser que d'aller chercher une bière dans le frigo, qui est vraiment une fonction extrêmement compliquée. Vous vous rendez pas compte, enfin, si vous vous rendez sans doute compte de toutes les performances dont votre corps et votre esprit est capable pour faire des choses comme ça. Et donc aujourd'hui, voilà, peut-être dans les activités de la vie quotidienne, on aime bien citer l'aide au maquillage. Alors évidemment, c'est pas le robot qui va appliquer le rouge à lèvres sur les lèvres de la personne, mais lui apporter le matériel, lui tenir le miroir. Voilà. Donc et ça, c'est tous ces scénarios, c'est ce que disait Vincent aussi. Ensemble, il faut qu'on continue à travailler sur ces scénarios pour que le robot apporte le bon service au bon moment. Voilà. Bon, après, il y a des tas d'autres travaux. Je ne vais pas les décrire tous hein, parce qu'il faut que je laisse la parole. Mais voilà, sachez qu'on travaille aussi bien sur la plateforme physique. Donc, on travaille sur on a rajouté des roues à Roméo, ça a donné le robot Pepper. On est en train de travailler sur des nouvelles jambes. La sûreté de fonctionnement, c'est une question qui était venue ce matin. Comment on peut être sûr que le robot, il ne va pas tomber en panne, il va bien. Et donc, on essaye de mettre les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui dans l'aéronautique, dans le nucléaire, dans les voitures, pour être sûr qu'une panne ne va pas provoquer d'accident. Donc on essaye de voir comment ces méthodes-là pourraient être appliquées dans cette robotique-là, dans cette robotique de service. Donc évidemment la perception, l'interaction cognitive, donc je pense que Laurence va vous en parler plus, l'interaction physique, le robot on va être au contact avec lui et lui au contact de l'environnement. Et puis on fera des démos et des expérimentations dans le courant de cette année. Je vais m'arrêter là pour laisser la parole à mes camarades. On va effectivement laisser la parole à Laurence. Mais j'avais quand même une question. Est-ce que dans vos modèles aujourd'hui, vous appliquez des modèles de management comme Lean Startup? C'est-à-dire, pas forcément attendre d'avoir un produit idéal pour commencer à le commercialiser, mais tester le marché très rapidement. Est-ce que ça fait partie des choses qu'on développe dans votre entreprise? Alors, tous les gens qui ont utilisé Nao et Pepper vous diront qu'on n'a pas attendu qu'il soit parfait pour le vendre et pour que les gens s'en servent. Donc, je ne dirais pas que c'était une stratégie délibérée, mais de fait, et en fait, le fait que Nao soit on l'ait vendu en premier à des chercheurs, c'était très bien, parce que les chercheurs, ils ont l'habitude des systèmes qui ne marchent pas bien, ils sont très bienveillants, et donc quand on leur donnait un Nao, c'était tellement formidable pour eux que même si ça ne marchait pas très bien, ils nous ont aidés à faire du développement. Donc je ne dirais pas que c'est une stratégie, en revanche c'est ce qu'on a fait, et aujourd'hui, nos partenaires qui travaillent sur Pepper, comme Laurence, ils en sont contents, mais ils nous disent il y a quand même encore un petit peu de travail avant que ça soit un vrai produit, et on avance ensemble. Très bonne transition. Laurent, justement, est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci. Et puis justement nous dire, vous, comment vous voyez la robotique, quelles sont les préconisations que vous proposez à des sociétés comme anciennement Aldébaran? Bon, donc moi je suis chercheur plutôt et je ne suis pas roboticienne, puisque en fait je travaille sur le langage, l'interaction humain-machine, et plus particulièrement sur la détection des émotions. Donc j'arriverai après aux préconisations pour mes camarades. Passer tous les transparents, mais moi j'en ai pas beaucoup. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la modélisation de l'affect sur une machine? C'est un domaine qu'on appelle affective computing, qui est né dans les années 97. Il y a un livre qui fait référence à ça, de Rosalind Picard, au MIT. Et en fait, c'est trois grandes technologies. La première, c'est de détecter les émotions des humains. La deuxième, c'est de raisonner. Le robot va raisonner en tenant compte d'informations qu'il va chercher dans son contexte, autour de lui, et des informations émotionnelles qu'il aurait capturées avec la détection des émotions. Et enfin, la troisième grande partie, la troisième technologie, c'est de pouvoir générer des stimuli qui soient expressifs émotionnellement. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur les émotions, etc. Moi, j'ai eu la grande chance de travailler sur un réseau d'excellence européen qui a fait naître en fait cette communauté qui travaille sur l'affective computing et qui est internationale et qui est fortement intéressante. Et ce matin, je parlais de I3E et de la charte sur l'éthique. En fait, moi, je travaille principalement sur les règles à mettre quand on est en interaction avec un robot qui justement va capturer vos affects, va générer des informations affectives, il va être empathique, on en parlait tout à l'heure, et ça a une incidence non négligeable sur la façon dont on réagit.
Première chose à savoir, c'est que l'humain, malgré ce qu'on a dit ce matin notre ami Bruno Bonnel, je crois, et puis ensuite d'autres de Campai, on projette des intentions, on projette de l'affect, même sur des objets comme les voitures, comme les montres, comme les poupées, même sur des choses qui ne sont pas du tout techno ni affectives. Donc à partir de là, il faut prévenir les gens que sur ces machines qui vont vous dire « je vous aime », même si elles ne le pensent pas du tout, qu'elles ne ressentent rien, on va avoir tendance à les trouver sympathiques, encore plus sympathiques. Donc il faut vraiment avoir cet engagement éducatif sur quelles vont être les relations probables avec ces machines. Quand je parlais de mettre des règles morales, c'était par exemple d'arriver à comprendre si quelqu'un ne fait plus qu'interagir avec une machine. Ça, une machine, elle va pouvoir le savoir assez facilement. Et on pourrait imaginer qu'elle envoie des messages aux gens qui sont proches de la personne ou qu'en tout cas, il y a une espèce d'alerte. Donc, avec Rodolphe, donc on teste des systèmes. Là, vous voyez sur Nao, dans Roméo, on teste ces systèmes affectifs dans des scénarios de vie. Et moi, j'ai toujours été travaillé, donc, notamment sur les émotions, parce que les émotions, si on travaille sur des matériaux actés, comme la plupart des gens dans ce domaine d'ailleurs, on ne se rend pas bien compte de ce que c'est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer un modèle qu'on a obtenu sur des données jouées par des acteurs, comme dans des films qui ressentent rien, avec des stimuli qu'on va collecter dans la vraie vie. Donc, on a toujours été dans la collecte de données authentiques dans des cadres les plus vraisemblables possibles. Donc j'ai fait beaucoup d'écoutes au SAMU, par exemple. Donc c'est dans les call centers, on passe tout par le média oral, donc on a énormément d'informations. Parce que ma principale expertise, c'est celle-là, c'est d'aller essayer de détecter dans la voix les tessitures liées aux émotions. La colère, la joie, la tristesse principalement, qui sont les plus simples à reconnaître. Et j'ai un petit film qui parle de ça, on ne le lance pas tout de suite. Non seulement on détecte dans la voix grâce à ces indices qu'on appelle paralinguistiques, donc qui viennent s'ajouter aux indices contenus dans ce qu'on sait reconnaître dans la parole, ce qui est linguistique. Dans le paralinguistique, c'est tout ce qui va autour, qui peuvent être des indices multimodaux. Donc nous, on travaille principalement sur l'audio, mais aussi on capture des indices visuels, comme est-ce que la personne sourit, est-ce qu'elle est en face du robot. Ça pourrait être aussi postural, les gestes aussi sont importants. Et grâce à ça, on va construire un profil de comportement de la personne en interaction. Et pendant tout le dialogue, toute l'interaction, on va mettre à jour ce profil qui permet en fait de répondre différemment à chacun. Donc il y a une adaptation des stratégies de réponse dans le système de dialogue. Donc c'est là-dessus qu'on travaille, avec des scénarios de vraie vie, genre on dit à des gens on va tester ces systèmes donc dans des EHPAD ou dans des hôpitaux. Donc j'ai des tests avec Anne-Sophie Rigaud à Broca, on en a fait avec Approche aussi, on en refera encore en fin d'année. Et c'est par exemple, on dit à des personnes de jouer un jeu quand même. On dit voilà, vous allez refuser ce que vous propose le robot. Il va vous proposer de boire, de prendre un verre d'eau. On imagine que c'est une situation utile. Et vous allez refuser de prendre ce verre d'eau. Et donc l'idée, c'est de voir comment la personne va réagir. Pour certaines, c'est comique. On dira, ah bon, et du coup, le robot va faire un peu de joke. Il va s'amuser aussi à répondre et finalement, il va engager la personne à prendre effectivement un verre d'eau. Ou alors, si la personne se fâche, il va dire, ah ben attendez, je vais prévenir votre médecin ou vos enfants. Et donc là, il y a une incidence différente. Donc on s'intéresse à ces modifications qu'on va pouvoir amener dans l'interaction avec les personnes. Et on est conscient du fait qu'on va manipuler beaucoup en fait la façon dont on interagit. Il faut que les gens soient extrêmement au courant de ce qu'on va faire. Donc il y a une petite démo qui est juste labo. Donc le robot, il fait rien d'autre que d'écouter le signal audio. Vous pouvez le lancer ? C'était fait en 2012, c'est un film qui a été tourné sur Vivre avec les robots. C'est un extrait de ce film. Son objectif, donner au robot la capacité de nous reconnaître, mais surtout de comprendre nos émotions. Nao, t'es extrêmement fort, je suis trop contente de toi. J'ai reconnu une femme, c'est Marie. J'ai reconnu la satisfaction. Pour cela, elle a entraîné le robot sur des dizaines de voix différentes, afin qu'il puisse repérer les variations de tonalité, de rythme, de musicalité entre les individus et déterminer l'émotion qu'ils expriment. L'ennui. Tristesse. Aujourd'hui, Nao travaille avec Marie, qui volontairement change constamment d'humeur. J'ai reconnu la colère. Bah voilà, tu vois quand tu t'y mets, ça marche bien. J'ai reconnu la satisfaction. Écoute Nao, là c'est plutôt bien, c'est tranquille. J'ai reconnu un état neutre. Il n'existe pas. Hein. Nao, si tu continues, ça va plus aller après. Hein. J'ai reconnu la tristesse.
Donc ça, c'est le profil émotionnel. Tu as l'air assez sûr de toi, globalement assez satisfait, assez expansif, et tu as l'air assez posé. J'adopte donc un comportement amical. De manière encore plus surprenante, Nao sera aussi capable de sentir dans quel état est son interlocuteur, déchiffrer sa personnalité et adapter son comportement. Bonjour, je suis sensible aux émotions que tu exprimes dans la voix. Grâce à elle, je peux déterminer progressivement ton profil émotionnel et adapter mon comportement. Plus tu me parleras et plus le profil se stabilisera. D'accord, mais c'est une bonne nouvelle ça, Nao. Tu as l'air assez sûr de toi, globalement assez satisfait, assez expansif, et tu as l'air assez posé. J'adopte donc un comportement amical. C'est regarder dans quel état est la personne et comment on doit lui parler. Merci. Puisque je suis là, je vais vous raconter. Laurent, si je peux me permettre, vous donnez en fait un peu d'humanité au robot en travaillant sur les émotions. J'aime pas tellement cette confusion. Est-ce que c'est une confusion? C'est juste une question. Parce que le robot, il ressent rien, il ne fait que simuler, donc il n'est pas du tout humanisé. Il a un comportement chaleureux, je dirais. Moi, je parle d'objets chaleureux quand je parle des robots affectifs. C'est vrai qu'on veut éviter qu'il ait un comportement de robot, c'est-à-dire qu'il répète mécaniquement toujours les mêmes choses, indépendamment de l'état de son interlocuteur en face. Et donc, il faut mettre en garde les utilisateurs de ces robots, surtout si c'est des personnes fragiles, isolées. Donc, on travaille beaucoup sur l'addiction, l'isolement des gens, et sur le fait aussi qu'il ne faut pas que les personnes déportent leur autonomie sur le robot. Ça, c'est important. Si vous avez un robot qui est capable de faire pour vous certaines tâches, il ne s'agit pas de toutes les faire par le robot. Le robot doit vous dire aussi, non, ça, il faut le faire vous-même. Donc c'est pour ça qu'il y a des mécanismes qu'on peut mettre en œuvre dans les robots, qui ne sont pas des règles magiques de morale, qui vont être du bon sens pour éviter mettre des garde-fous, pour éviter des comportements trop addictifs, par exemple. Alors, dans cette, on se pose des questions dans cette charte éthique sur. Je suis aussi dans une commission qui s'appelle la CERNA, qui dépend d'Alisten, qui est une commission nationale sur l'éthique. On se pose des questions pour savoir, est-ce qu'un robot peut vous mentir? Le mensonge blanc, tout le monde sait qu'on ment, tout le monde ment. Est-ce qu'un robot le laisse mentir? Est-ce qu'il a le droit de simuler ses émotions? Donc moi je dis ça peut être utile dans certains cas. On voit effectivement des situations où l'humain est très dépendant. On l'a vu avec Paro par exemple, qui est un robot qui est utilisé pour des gens qui sont Alzheimer. On voit qu'effectivement il y a des situations pour lesquelles avoir quelque chose de chaleureux qui vous répond de cette façon-là, c'est utile. Mais il faut le réguler, il faut vraiment vérifier comment on le fait, comment dans la durée ça va être utilisé. Et je pense qu'en ça, on est encore dans une partie très recherche. Malgré ça, on fait des prototypes, on fait des preuves de concept avec les industriels pour montrer que cette technologie, si on sait bien l'utiliser, elle pourrait être bienveillante et utile pour tout le monde. Nicolas, vous aviez une question? Oui, moi je suis désolé qu'à la question de Benjamin, il n'y a pas eu de réponse, parce que la question que Benjamin vous a posée, on la ressent tous, c'est-à-dire ce robot donc ressent des émotions. Et vous dites non, il ne ressent pas d'émotions lui-même, mais il ressent les émotions de la personne qui est en face de lui, et ça lui permet d'interagir, c'est ça? D'accord. Mais il faut bien repérer cela clairement parce que c'est utile pour tous. Même si le robot ne ressent pas d'émotion, et heureusement, peut-être qu'un jour il en ressentira. Peut-être qu'un jour, même vous avez dit, il sera capable de goûter la pomme. Hein, voilà. Non. Mais peut-être qu'un jour il le pourra. mais c'est bien ça. Le robot ne ressent rien, mais il ressent l'émotion de celui qui est en face de lui et ça lui permet d'interagir. C'est exactement ça. Et d'autre part, quand j'ai parlé à un joueur de Go qui jouait contre AlphaGo, contre la machine, qui a été faite par DeepMind, Google DeepMind. Il m'a dit, ce qui est incroyable, c'est que cette machine, elle n'a pas d'émotion. Mais en fait, je jouais contre moi. C'est-à-dire, je voyais mes émotions. Je projetais mes émotions à moi sur la machine. Donc, on est en face des objets, dans la vraie vie, tout le temps, en train de projeter des émotions, des intentions. Il y avait des très bons tests dans les années 50 qui montraient des petits carrés, des petits triangles qui se couraient après sur un écran. Et les gens, on leur demandait, qu'est-ce que vous voyez? Je vois un adulte qui court après des enfants, qui leur veut du mal, qui casse la maison. Enfin, des tas de projections, en fait, sur des objets en mouvement. D'ailleurs, il y a une très bonne exposition qui va finir bientôt. C'est Persona étrangement humain, qui est Branly, qui met en avant l'idée de la personne comme ça, qui est importante à comprendre. Par rapport à leur âge, etc., je pense que c'est effectivement essentiel de les définir par rapport aux besoins des personnes. Je voulais aussi poser
une question sur si une personne a un robot, est-ce que finalement ce robot peut évoluer avec les besoins de la personne? Est-ce qu'il y a cette notion effectivement de parcours de vie ou d'évolution des besoins que vous traitez aussi dans les travaux que vous menez? C'est bon? Je pense que c'est pour vous. Bon. Alors bon, comment dire, l'adaptation à la personne, ça peut être fait à beaucoup de niveaux différents. C'est pas très compliqué et très compliqué à la fois. On peut comprendre les habitudes de quelqu'un, par exemple. Ça, on va pouvoir le mémoriser et puis pouvoir lui rappeler qu'on connaît des choses sur elle ou agir différemment parce que effectivement on connaît certaines de ses habitudes. Maintenant, si il y a une dégénérescence de la maladie et que le robot doit s'adapter tout seul, moi je le déconseille, quoi, hein. Tout doit être fait sous contrôle médical, hein. C'est-à-dire que moi je laisserai jamais un robot avec quelqu'un sans qu'il y ait aucun contrôle. Normalement, ce qu'on imagine, c'est des robots 24/24 avec des gens, avec des captures peut-être d'indices quand on est malade physiologique, et le médecin va pouvoir traiter, analyser ces données. C'est pas le robot qui diagnostique, il aide, il apporte quelque chose, il l'apporte aux aides-soignants aussi, qui peuvent vérifier des choses, il l'apporte aussi à la personne parce qu'il peut lui renvoyer des informations, mais en aucune mesure, il a l'intelligence et le savoir pour décider à la place du corps médical. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous aviez dit, dans les questions ? Oui, oui. Finalement, avec votre réponse, je me dis que ce qui a été présenté ce matin aussi, la mise en place d'écosystèmes autour des robots, me semble tout à fait primordial. Et d'ailleurs, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on n'est pas en face à face avec un robot, en fait. On est devant une machine qui communique avec tout le monde. Donc le robot, il peut être connecté avec d'autres robots. Il peut être aussi connecté avec d'autres personnes à distance. On peut imaginer que les enfants puissent parler à travers un robot. Enfin, il ne faut pas non plus que ça devienne très compliqué à gérer pour l'humain. Mais je pense qu'il faut réagir vis-à-vis des robots en se disant que ce sont de formidables machines différentes de nous. Elles ont des capacités qu'on n'a pas et il faut en profiter. Moi, qu'un robot puisse entendre des ultrasons, des infrasons que j'entends pas, et plus je vais vieillir, plus mon acoustique va être mauvaise, et plus le robot, lui, va entendre des choses que je n'entends pas, il faut en profiter à fond. Hein, donc toutes les capacités, il calcule très vite, il va faire des recherches d'infos, il a une mémoire d'éléphant que j'aurais plus, très bien, tout ça, il faut l'utiliser énormément. Et bon, on fait des humanoïdes, pourquoi? Pour moi, pour qu'ils puissent aller facilement dans nos maisons. Hein, on n'a pas besoin de les reconstruire, il ne faut pas qu'ils soient trop rase-moquettes, sinon ils ne vont pas être utiles pour ouvrir un placard si j'ai mal et de l'arthrose. Donc il faut qu'ils aient 2 bras, un visage, parce que je suis habituée à interagir avec des gens et comprendre assez vite ce qu'ils me disent par leur expressivité. Donc je pense que c'est essentiel, moi, d'avoir un humanoïde non confondu avec un humain. Il y a une vraie, en fait, ça c'est une vraie définition que nous on met quand on travaille sur l'éthique, c'est qu'il faut qu'il y ait une frontière claire entre ce qui est vivant et artificiel. Ce qui n'est pas le cas au Japon. Au Japon, ils font des géminoïdes et quand on demande le prix du géminoïde pour se faire cloner, on me donne un prix et il n'y a pas de souci. Si vous voulez, ils ont une distance vis-à-vis des choses qui est différente de la nôtre, liée à la religion animiste, liée à leur passé aussi. Ils ont des robots qui étaient des robots bienveillants, guerriers, qui ont toujours aidé l'humanité, alors que nous, on a des Frankenstein. Bon, on ne peut pas rejouer le passé, on peut juste le comprendre. Je pense que c'est important. Merci Laurence. On prend une dernière question. Justement, excusez-moi, je reviens sur le côté affectif. Comment faire? Parce que nous, on fait des tests avec nos résidents. J'ai des résidents qui me téléphonent encore tous les jours pour savoir quand est-ce qu'est le prochain test avec justement que ce soit Buddy ou Pepper. Il y a un attachement qui est vraiment incroyable. Comment on peut faire pour justement mettre vraiment une frontière entre ce rapport qui est vraiment... il y a une projection incroyable. Oui, il y a une projection énorme qu'il faut prendre très vite. Et moi, je fais des robots qui parlent robots. Alors, on peut quand même projeter dessus, puisqu'on projette sur sa voiture. Donc, indéniablement, c'est un fait humain. Après, il faut que le robot, il soit dans une posture de robot. C'est-à-dire qu'il ne prétende pas des choses qu'il ne fait pas. Et puis, plus on va éduquer les gens, plus ils vont comprendre que cette machine, elle est vide. Elle est une empathie chaleureuse, certes, mais c'est vide, ça ne ressent rien. Et on n'est pas prêt d'avoir des machines qui ressentent quoi que ce soit, à moins de les hybrider avec du vivant. Donc, je ne parle pas de manipulation ou du cyborg, ça, c'est un autre souci, mais en tout cas dans un robot tel qu'on les fait actuellement, mécatronique, ça sera des robots qui ressentent rien du tout. Merci à tous les trois, merci Pierre-Yves.